moi, je suis super contente de vous accueillir sur cette série Go 2024 pour parler ensemble des tendances du marketing d'influence et DRP, qui est un sujet qui a littéralement explosé en 2023. Moi, je voulais commencer par vous partager une stat qui m'a super étonnée, mais je voulais avoir votre avis sur le sujet. C'est que 85% des professionnels du marketing aspirent à booster la notoriété de leur marque grâce au marketing d'influence. Perso, j'ai pas forcément observé ça autour de moi. Je voulais avoir votre Non. avis et peut-être aussi votre définition de l'influence pour qu'on soit sûr que tout le monde parle de la même chose. En gros, moi, mon analyse, c'est que il y a une stratégie d'influence qui peut fonctionner pour n'importe quelle boîte et n'importe quel type de business, à la seule condition qu'on aligne cette stratégie d'influence sans croire que l'influence, c'est juste des nanas de télé-réalité qui mettent en avant des shampoings. C'est pas ça l'influence. Ça, c'est une toute petite partie très commentée de l'influence. L'influence, c'est mobiliser des leaders d'opinion qui ont des audiences pour réussir à promouvoir un message de marque, un message d'acquisition ou un message de recrutement, qui sont un peu les 3 cas principaux. Et de ces trucs-là, en fait, tu crées des contenus ou des concepts créatifs qui sont portés par des visages ou des marques qui ont, eux, de la distribution. Si on peut le résumer d'une manière, à mon avis, le plus technique possible, ça serait, c'est comme les ads sur les réseaux sociaux, donc c'est comme les pubs payantes, sauf qu'au lieu de faire confiance à l'algorithme pour choisir les bonnes personnes à montrer, on va choisir Ouais, un ciblage. compte ou une chaîne pour justement cibler une audience que porte une chaîne, ce qui permet de viser un esprit et une mentalité plutôt qu'un profil type. Donc, toi, tu dirais qu'il y a beaucoup de gens qui, parmi ces personnes-là, parmi ces 85%, il y en a beaucoup qui pensent faire de l'influence, mais en réalité, c'est pas ça. Ah bah Ou c'est s'ils qu'une pensent infime partie. s'ils pensent faire de l'influence, clairement ils en font pas. Aujourd'hui, c'est complètement à la louche, mais je pense que peut-être une boîte sur 10, deux boîtes sur 10 qui vraiment fait de l'influence en mode genre comme une stratégie réelle, tu vois, et qui font pas Ok. à moitié ou pas du tout. Et Moi, ce ça, que que je ce soit retiens sur quand même, RP? c'est que tu as dit que toutes les boîtes pouvaient le faire. Ouais, ouais, je le pense. Toi aussi, tu partages, Sixtine? Sûr. De toute façon, t'as juste pas le choix aussi quand tu viens de monter une boîte de faire de l'influence, en tout cas du marketing de manière générale. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on considère ça plutôt comme de l'influence parce que l'influence, après, a différentes façons de voir ça. T'as à la fois par les ERP, par le personal branding, par les campagnes d'influence. Mais en fait, ça reste de l'influence de manière générale. On appelle plus ça du marketing parce que comme c'est devenu très digital, ça a employé ce mot d'influence parce que c'est soit représenté par des gens qui ont une communauté et donc, en fait, un peu sous-jacent l'idée que ce sont des influenceurs. Donc c'est vrai qu'on a vachement changé un peu les termes, mais ça reste un peu le même concept que de faire du marketing. C'est juste qu'un maximum de gens, qui soient dans ta niche ou non, voient ce que tu fais et comprennent bien les enjeux de ta mission, de ton entreprise, de ce que tu proposes, pour pouvoir après soit devenir tes clients, tes partenaires ou autres. Mais en fait, ça reste de l'influence, ouais. C'est un À synonyme. la base, le marketing, c'est quand même fait pour influencer. Donc, si vous deviez, chacun de vous, résumer l'évolution de l'influence et des RP en 3 mots sur ce qui s'est passé en 2023. Je trouve ça intéressant qu'on sépare les deux parce que je trouve que la RP, par son côté très traditionnel, par rapport à l'influence qui est pour le coup beaucoup plus moderne, je pense à de vraies différences par rapport à ça. Donc moi, pour moi, les tendances de 2023, c'est l'authenticité, la communauté et et la rareté. Je pense que c'est vraiment ce qui aura le plus de succès dans cette période-là. Après, tu pourras avoir du succès sans ça, mais je pense que ça, c'est des choses très intéressantes à aller exploiter aujourd'hui. Pour toi, c'est ce qui résume 2023. L'authenticité, la rareté et Pour moi, c'est les tendances, en gros, ouais, c'est les tendances de ces quelques derniers mois et années qui sont en train tout doucement de montrer des signes de très bons résultats et qui seront, à mon avis, sur la suite, sur 2024-2025, probablement les stratégies à exploiter qui marchent le mieux et qui ont été le moins utilisées. Et je le pense alors moi, sincèrement, je pourrais détailler si tu veux, mais je pense sincèrement eh que oui, détaillons. Alors, si tu veux, peut-être Sixtine, tu nous donnes tes 3 mots. Comme ça, on les entend aussi. Et après, ouais, on enchaîne parce que et clairement, il y a un mot qui m'a beaucoup titillé chez Valorant.
Alors moi, ce serait pour les médias, ce serait personal branding. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils choisissent beaucoup plus des gens qui représentent un message fort ou qui ont eux-mêmes des communautés. Donc je dirais le personal branding de manière générale. Je dirais avis tranché, c'est-à-dire être Clivant. complètement convaincu d'un sujet, d'un concept, alors que la majorité des gens ne sont pas d'accord avec toi. Donc c'est d'avoir des avis tranchés pour du coup te démarquer. Et le dernier, je dirais j'aurais dit aussi l'authenticité parce que c'est un truc qui se recherche de plus en plus en ce moment, surtout que là où il y a de plus en plus de gens qui racontent n'importe quoi dans les médias, dans les réseaux sociaux. Plus tu es authentique tout en restant très clair et très précis, plus ça permet à un maximum de gens de pouvoir s'identifier en toi et surtout de pouvoir comprendre ce que tu dis et surtout de t'apprécier humainement. Et aujourd'hui, on a une ère où les gens ont besoin d'avoir l'impression qu'ils peuvent s'identifier à toi ou en tout cas t'apprécier alors qu'ils ne te connaissent pas, que ce soit via les médias, via les réseaux sociaux. Donc la quête de l'authenticité n'a jamais été aussi grosse en ce moment, justement. C'est super intéressant. C'est le mot qui revient chez tous les deux quand même, hein. Que ce soit pour les RP ou pour l'influence, c'est l'authenticité. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que si tu écoutes un peu les sons de cloche, il y a plein de gens qui disent ouais, mais en fait, c'est pas authentique. Alors que, ben, au contraire, c'est ce qu'on vient chercher, c'est l'authenticité avec, appelons-le, ces techniques ou ces médias techniques, appelons-les comme ça si on veut. Moi, je voudrais revenir sur un mot que tu as dit, Valorant. C'est rareté. Je vais te dire Mmh. pourquoi il m'intéresse. Parce que moi, il y a longtemps, plusieurs années, j'ai fait un article sur le marketing de la rareté sur mon propre blog. Et ça reste un des articles les plus lus. Donc les gens Ça m'étonne pas. recherchent ce mot. Et surtout parce qu'en fait, il y a un mécanisme de société qui est très simple, qui est que notre ère actuelle, de l'époque actuelle dans laquelle on vit, a démocratisé quasi tout. A démocratisé le voyage, a démocratisé la technologie, a démocratisé l'éducation, a démocratisé le contenu, a démocratisé les films, la musique. Ça coûte tellement moins cher d'écouter de la musique et de regarder des films aujourd'hui qu'en fait, tout est démocratisé. Plus rien n'est rare ou luxueux. Tout est en abondance. Et donc, dans cette logique-là, si on arrive à créer des choses dont les gens où les gens portent de l'intérêt et qu'on arrive à le montrer, à le marketer et à le vendre comme quelque chose de rare, ça aura une très 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 bonne traction auprès des gens. Je prends un exemple très simple. Si on a un hôtel avec 500 chambres, bah on n'est pas rare. Même si on a un hôtel très luxueux, on n'est pas rare. Alors qu'on monte le même hôtel avec 10 chambres, tout d'un coup on devient rare. Et c'est con, mais c'est des mécanismes simples sur lesquels on peut réfléchir sur un paquet de choses. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des places de conférence pour 100 euros pour 100 personnes, peut-être faire 1000 euros pour 10 personnes. Ça sera le même Plus chiffre d'affaires, exclusif. mais ça aura un effet et une cible différente. Et je pense que c'est ce genre de logique sur lequel on peut. Je pense que l'influence de 2023 et future va de plus en plus s'appuyer. Il y a quelques signaux faibles de ça et je trouve ça vachement intéressant, notamment les collabs éditions limitées qu'on voit dans la mode. Alors, ce qui a le mieux marché, bon, il y a plein de choses différentes. Là, en fait, ce qui marche le mieux de manière générale, qui apporte le plus de résultats, c'est surtout de faire des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qu'on accompagne des leaders d'opinion dans leurs industries. En fait, ça veut dire que quelqu'un a un message à la fois de société par rapport par rapport à l'entreprise qu'ils ont ou par rapport au business qu'ils proposent. Et en fait, ça permet à un maximum de gens de mieux comprendre ce qu'ils font et de montrer qu'ils pallient complètement en fait à un manque, soit de la société, soit dans le business, qu'importe. Et donc après, ça te permet que les médias veulent recevoir ces gens-là parce que du coup, ils se démarquent avec des bons avis tranchés, une bonne stratégie bien faite qui en même temps met en avant leur business, mais donc le font de manière vraiment plus sociétale que de juste je me vends 10 fois trop qui est insupportable. Ou alors même sur les réseaux sociaux, une stratégie qui est un mélange de visibilité et de crédibilité. Donc des posts un peu plus, on va dire, larges, génériques, qui permettent de toucher un maximum de monde, et des posts un peu plus techniques, un peu plus experts, qui montrent qu'ils sont profondément bons et profondément crédibles et pertinents dans ce qu'ils disent, ce qui donne beaucoup plus confiance aux lecteurs. Et en fait, on fait un mélange de ça pour personal branding, et pour la RP, c'est vraiment de les démarquer et de leur rendre le message le plus audible et le plus sexy possible auprès des auditeurs. Voilà, je sais pas si On est d'accord que oui, alors c'est très clair, merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que en 2023, mais peut-être tu nous parleras aussi pour 2024, est-ce que c'est toujours les deux conjugués, personal branding et RP, ou il y en a qui choisissent qu'un des deux?
Les gens choisissent l'un ou l'autre, ça dépend des besoins. C'est-à-dire que moi, je recommande toujours d'avoir d'abord un bon personal branding clair et identifiable sur les réseaux sociaux, parce que ça reste, parce que tu crées une communauté et parce que c'est beaucoup plus facile après de passer dans les médias. Il faut faire des médias. Évidemment, tu as budget ou temps illimité, mais évidemment, on fait tout le temps des médias. Sinon, ça vaut le coup de faire des médias quand tu as un moment fort dans ton entreprise, un pivot, une annonce, quelque chose, qu'importe. Mais sinon, le personal branding vaut le coup parce que la communauté est, elle reste là, en fait. C'est-à-dire que qu'importe après le pivot de ton entreprise, les sujets dont tu veux traiter, tu l'as construite, elle est présente, elle sait ce que tu fais, elle sait à quel point tu vaux le coup ou non en fonction des thématiques, et donc elle sait où te contacter et pourquoi te contacter en fonction des besoins. Ouais. Et donc en fait, les deux sont essentiels, mais pour moi, c'est d'abord important d'avoir une communauté, c'est quelque chose qui reste, alors que les médias, si t'as pas de communauté, 6 mois après, les gens oublient que t'as fait des médias, alors que si t'as une communauté, en fait, tu peux repartager les médias où tu as été, donc en fait, c'est un cercle vertueux qui reste, et la boucle ne s'arrête jamais. Et tu as moins de dépendance aux médias aussi si tu as développé ton propre personal branding. Exactement. Complètement, mais dans ce que dit Sixtine, c'est d'abord et avant tout presque même une question de timing. C'est-à-dire, d'abord, on fait un timing vers le personal branding et cette construction-là. Et dans un deuxième temps, on fait un timing vers les médias et cette reconnaissance plus globale et plus statutaire. Mais c'est beaucoup plus facile de faire des RP quand ton personal branding est déjà bien défini et bien avancé. Et parce que c'est une preuve sociale supplémentaire pour te recevoir pour un média. Très clair. Toi, Valran, est-ce que tu as identifié on va dire, quelque chose qui a mieux marché en 2023, peut-être par rapport aux autres années, ou qui a vraiment émergé en 2023 et qui a eu beaucoup d'impact pour tes clients dans le domaine de l'influence? C'est toujours une question compliquée, je sais pas, mais c'est toujours une question où c'est difficile d'avoir qu'une seule réponse. En revanche, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sujets autour de la mobilisation collective. Je te le dis là aussi parce que on a bossé sur plusieurs dossiers comme ça qui ont eu très bon succès, de réussir en fait à frapper fort le même jour sur le même message. Donc ça, c'est Pour vraiment donner, on va dire, l'effet mobilisation massive. exactement. Et ça a deux vertus. La première, c'est que tout le monde s'en souvient. Ah ouais, c'était ce sujet-là, ce jour-là, ouais, je m'en rappelle. Parce que c'est marquant. Et la deuxième chose, c'est que ça permet de créer de la viralité organique et native parce que les influenceurs que tu as mobilisés et que tu as payés, ils vont envoyer un message global qui va être coordonné et ça va donner envie à d'autres gens qui ne sont même pas du tout payés pour relayer, de relayer parce qu'en fait, ils font partie d'un mouvement, d'un tout, d'un message, d'un sujet, tu vois. Et ça, C'est c'est l'effet quelque chose qui est assez puissant. d'identification. Tu veux en être, en fait. Tu veux faire partie du Exactement. truc. Exactement. Et en fait, du coup, à la base, tu as une campagne où tu payes pour avoir 10 posts de 10 influenceurs différents, et à la fin, tu as 25 ou 30 posts, et tu as fait le double ou le triple des vues que tu espérais faire, parce que tu as dépassé le groupe dépasse la somme des individualités, quoi. En gros. C'est ça l'idée. Ça, c'est vachement puissant. Ça, c'est hyper intéressant. Et est-ce que, du coup, je vais prendre un peu d'avance sur la prochaine question. Est-ce que tu anticipes que c'est quelque chose qu'on va voir encore plus dans, on va dire, l'année prochaine et En tout cas, t'inquiète pas, je te le ressortirai pas le dossier si c'est pas le cas. Je ne viendrai pas te dire c'est pas ça. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans cette, on va dire, tendance, alors si quelque chose qui perdure, ce sera moins une tendance, mais c'est le côté expérientiel, en fait. C'est que tu as l'influence, bon, ok, les gens sont payés, en même temps, c'est un job, hein, faut rappeler que faire de l'influence, c'est pas juste se prendre en photo, non, c'est un vrai boulot, il y a énormément de stratégie derrière, et c'est pas on fait comme on veut, ou du moins, ça, c'est de la mauvaise influence. Mais pour ce que tu étais en train d'expliquer, c'est que tu as on va dire les ambassadeurs, eux, les influenceurs qui vont être payés, mais derrière, tu as ceux qui veulent relayer le message juste pour faire partie d'une expérience elle-même. En plus, Et ça je fait trouve ça partie d'une expérience. génial. Il y a ce truc faire partie d'une expérience, et il y a aussi ce sentiment d'appartenance à une bannière. L'appartenance, Nous, on sait qu'on maîtrise vraiment bien ce sujet parce que ça dérive aussi de notre expérience du crayon, mais on comprend comment les idées fonctionnent et comment mobiliser les gens autour de ces idées, et donc par définition les mobiliser autour d'un message qui peut être y compris commercial. Parce qu'en fait, il y a plein de démarches commerciales qu'on peut réussir à calquer sur des sujets sociétaux et sur des sujets plus profonds. En fait, c'est pas parce qu'on fait ça que c'est pas sincère comme démarche. C'est pas parce qu'on est conscient qu'on le fait pour que ça marche qu'on n'est pas sincère sur le fait que si ça marche, ça va aller dans le bon sens du message qu'on porte.
si jamais je prends cet exemple-là parce que c'est une fille qui a monté une super boîte et qui est une influenceuse, si jamais je fais des sous-vêtements qui permettent de s'adapter à toutes les tailles, à toutes les formes, parce que c'est un message de body positivisme, au final, le fait de réussir son coup marketing, c'est faire un pas dans le bon sens du body positivisme. Après, on est d'accord, pas d'accord, chacun son avis. Mais en tout cas, c'est une stratégie marketing réussie. Du coup, est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas moi je l'ai à vous entendre, qu'avec la massification de l'IA, notamment en marketing pour rédiger des contenus, on va avoir tendance à accorder plus de crédibilité à des stratégies d'influence, à des influenceurs qui incarnent un message, puisqu'on peut pas trop faker ça, hein, quand vous avez la personne en face ou en vidéo qui place le message et qui en parle et qui, comme on l'a dit, l'incarne. Est-ce qu'on peut imaginer que en fait ça va avoir plus d'impact justement parce que, ben, c'est un peu comme, un code d'authenticité, de son message. Alors, c'est une très bonne remarque. Moi, je suis d'accord avec ça, d'autant plus qu'on oublie que dans l'influence, il y a un sujet super important qui est j'ai pas le terme français, mais c'est le accountability, tu vois. C'est le fait d'être responsable de ses actions. Et donc, en fait, si Lena Situation, pour prendre un des exemples les plus connus, dit que, je sais pas, les ordinateurs Mac sont absolument géniaux, s'ils sont pas géniaux, les gens peuvent aller voir Lena Situation en disant tu nous as menti. Alors que si c'est pas un humain, on va voir personne pour dire tu nous as menti. Ouais. Et ça, c'est un mécanisme simple de confiance qui fait que les influenceurs ont eu un bien plus gros succès que la publicité traditionnelle. C'est parce qu'il y a quelqu'un qu'on peut aller chercher si jamais c'était du mytho. Et donc en fait, l'influenceur, il est payé certes, mais il sert à être un gars ou une meuf qui refuse le partenariat si jamais le truc est pas bien. C'est ça sa mission. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les influx voleurs, toutes les personnes qui justement mentent à leur communauté, eux, pour le coup, de une, faut les dégommer et c'est très bien. De deux, ils sont frauduleux. Et de trois, il faut oublier que sa mission principale, c'est de faire le filtre pour ne jamais promouvoir de la merde ou des trucs qui sont pas bons pour les gens à qui on promeut. En gros. Flux Donc, voleur, cette eh ben, question écoute, d'actualité. j'aime beaucoup. Sixtine, pour les médias, tu as le même sentiment? S'exposer, le personal branding, ça permet aussi, enfin ça permet. C'est hyper important. C'est devenu essentiel de nos jours, en fait. Essentiel. Et surtout quand c'est des entrepreneurs qui montent des boîtes, tant que ta boîte n'est pas connue comme Nike ou Coca, c'est très compliqué de faire en sorte que les gens retiennent ce que tu fais et aient envie de travailler avec toi si la boîte n'est pas représentée par un être humain, en fait, par un être humain qui le met en avant, dans lequel ils peuvent s'identifier, tout simplement croire et avoir confiance. Et les médias, c'est pareil, parce que du coup, ce qui fait que tu as envie d'écouter quelqu'un qui passe dans les médias ou autre, c'est quand même aussi beaucoup par la sympathie de la personne, plus que par la qualité des propos. Parce que beaucoup de gens retiennent que 20 à 30% de ce que la personne dit, généralement, plus tu es expert dans ce que tu dis, moins les gens retiennent ce que tu dis. C'est pour ça d'ailleurs que les experts sont souvent les gens qui sont les moins connus. Et que les plus connus sont ceux qui arrivent tout simplement le plus facilement à expliquer des choses simples qu'un enfant de 15 ans pourrait comprendre. D'ailleurs, on peut prendre des exemples très extrêmes, mais c'est pour ça que Trump ou Greta Thunberg ou t'as plein d'extrêmes ou même des je sais pas, des Elon Musk ou autres, ils sont en fait extrêmement connus. Et Trump, par exemple, avait réussi à être tout simplement président de la République aux États-Unis, qui est l'un Tout simplement, oui. tout simplement, c'est ça, parce qu'en fait, les gens le prenaient longtemps pour quelqu'un qui était débile et qui savait pas ce qu'il disait, et tout simplement parce qu'il avait un discours audible auprès de 100% de la population américaine. Et en fait, la majorité des Américains sont des gens qui ne comprennent pas des mots hyper complexes. Ils ne comprennent pas ça. Et en fait, l'erreur que beaucoup de politiques font, c'est de penser que la majorité des gens comprennent très bien tous ces enjeux-là. C'est faux. Et en fait, c'est pour ça que Trump avait totalement été élu, parce que n'importe qui, de n'importe où, de n'importe quelle région, État des États-Unis, comprenait tout simplement ce que le mec disait. Donc auprès de gens très bien éduqués qui ont eu la chance d'avoir des métiers prestigieux et d'être dans des grandes écoles, le trouvaient débile parce que le mec employait des mots simples et faciles. Mais lui, justement, il a réussi à charmer humainement, et c'est un truc qu'une IA aurait par exemple jamais réussi à faire, les gens par la simplicité des propos qu'il avait. Voilà. Super clair. Donc, retenez bien, hein, plus vous êtes expert, on l'a déjà dit plein de fois sur ce podcast, plus vous êtes expert, plus vous devez travailler sur la simplification de votre discours. Et puis, dans le personal branding, l'idée aussi, il y a personal, donc parler de votre personnalité. Alors, faut qu'on fasse une distinction entre personnel et personnalité. Ça ne veut pas forcément dire déballer toute sa vie par le menu, mais par contre, montrer sa personnalité. Et moi, je vais rebondir sur ce que tu disais parce que tu as cité plein d'exemples
des CEO de Nike ou de Coca. Et je pense que tout le monde n'est pas à ce stade-là aujourd'hui. Mais je voulais illustrer aussi qu'il y a à des niveaux beaucoup plus, dire modestes, ça a un vrai impact parce que cette année, on a travaillé sur et accompagné le personal branding d'un dirigeant. Et un de ses prospects lui a dit: je commence à vous suivre et en fait, ce qui m'intéresse dans le fait que vous preniez la parole, c'est que nous, on veut collaborer avec des partenaires sur la durée et on trouve intéressant d'avoir des dirigeants qui parlent, pas tous les jours forcément, mais qui parlent dans la durée pour partager leur univers, leur personnalité, mais aussi des informations sur le marché de manière digeste. Et en fait, c'était hyper fort d'avoir cet insight parce que c'est une PME, hein, c'est pas une multinationale, même pas de My Marketing Experience où nous, c'est aussi notre métier de prendre Mais souvent la parole. Mais le gars n'est pas marketeur, hein, voilà, du tout. non, mais Donc ça a un impact aussi à ce tous les niveau-là. niveaux. C'est un impact à tous les niveaux. Aujourd'hui, je dis pas que tout le monde doit prendre la parole et personne au surligneur n'a jamais dit que tout le monde doit prendre la parole. Nous, ce qu'on dit, c'est beaucoup plus simple. C'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est un levier extraordinaire, quand même assez peu coûteux, même en passant par nous, et surtout qui a une valeur dans le temps gigantesque. Tout ça pour que vous puissiez éduquer, faire apprendre, sensibiliser, vulgariser ce que vous faites. Franchement, il y a pire il y a pire période de communication qu'aujourd'hui quand même, tu vois. C'est quand même vachement agréable de pouvoir parler des sujets qui nous passionnent parce que c'est notre métier de tous les jours. Et le fait de parler de ça va nous permettre d'avoir plus de clients, plus d'opportunités, plus de partenariats, plus de gens à recruter et une meilleure image de marque. C'est quand même assez cool en vrai. Ouais. C'est quand même une belle époque, quoi. Écoute, j'adore ce message positif. Je suis ultra fan parce qu'avec tout ce qu'on entend et les gens qui se plaignent, franchement, ça fait plaisir. Du coup, je voulais passer sur, là, on a parlé de ce qui s'est, on va dire, plus ou moins passé, de ce qui a démarré en 2023. Pour vous, en 2024, quels sont les enjeux et les tendances? On y a un peu répondu, mais je voudrais quand même qu'on y revienne dessus avec, on va dire, peut-être quelques points clés. Je sais que vous avez travaillé sur le sujet, donc je vous prends pas en traître sur ces questions, mais ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis. Je pense que, en gros, moi, je pense qu'il y a un énorme sujet d'éducation, parce qu'en fait, plus la frénésie technologique va plus ça va vite, plus ça va vite, parce que ça va quand même très très vite. Hein. ChatGPT, c'est il y a pile un an. C'est pas il y a Ouais, 5 ans, c'est pas il y a 10 ans, c'est il y a pile pile un un an. an. C'est ouf, en vrai, le game changer, enfin, le truc game changer que ça a été en si peu de temps. Et donc, en fait, ça va très vite. Mais il faut comprendre que ça va très vite veut dire une chose que tout le monde oublie, c'est que ça veut dire que ceux qui s'y connaissent le mieux d'un domaine sont à des années-lumière de ceux qui s'y connaissent le moins. Et pourtant, ceux qui s'y connaissent le moins sont parfois des clients potentiels ou des clients futurs ou espérés de ces boîtes-là. Et je vais prendre un exemple qui parlera probablement à beaucoup de monde, qui est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, quand tu écoutes un expert en crypto-monnaie te parler de crypto-monnaie, la dernière chose que tu as envie de faire sur Terre, c'est d'investir en crypto-monnaie. C'est la dernière chose que tu as envie de faire Complètement quand tu d'accord. Et pourtant, la crypto-monnaie, c'est absolument génial parce que la crypto-monnaie, c'est une chose très simple. C'est une plus grande sécurité des échanges financiers et une plus grande indépendance des institutions centralisées. C'est quand même méga basique. C'est quand même vraiment méga simple. Après, la technologie derrière est compliquée. Mais est-ce que on a besoin de nous expliquer la technologie SWIFT des virements bancaires internationaux pour comprendre que quand notre argent, on l'envoie à notre tonton aux États-Unis, il le reçoit. Enfin, non, on s'en fout. En fait, on a tapé les chiffres sur un putain de clavier, on a envoyé l'argent, mon oncle l'a reçu, tout va bien. Je m'en fous complètement de s'il y allait en pigeon ou de s'il y allait par des circuits maritimes. Enfin, je m'en fous complètement. Après, Et si en ça fait, c'est t'intéresse, tu as de la documentation dessus de toute façon. tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais sauf que je défie nous trois d'aller expliquer pendant 1 heure comment ça fonctionne à des gens qui s'y connaissent pas. Je pense qu'aucun de nous trois n'y arriverait. Et du coup, pourquoi Je la passe mon tour. crypto s'entête à faire ça? Le discours autour de la vulgarisation de la technologie, il faut le faire à des partenariats industriels, à des partenariats B2B, à des gens pour qui c'est important d'être assuré là-dessus. Sandy, Sixteen ou Valorant n'ont pas besoin de savoir ça. Ils ont besoin de savoir que c'est sécurisé et que c'est indépendant des institutions et que ça va très vite dans le sens où l'échange se fait en 30 secondes. Bon, c'est très bien, merci. Où est-ce que je signe? Et donc, du coup, vulgariser. Il faut éduquer. Il faut éduquer son marché. Et éduquer son marché,
C'est pas expliquer à quel point notre technologie est géniale. C'est d'expliquer à quoi ça me sert. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert le crayon? Bah, le crayon, ça m'aide à comprendre ce que pensent toutes les personnes dans une société pour me faire un avis éclairé. Quand même très basique comme truc. À quoi sert le surligneur? Le surligneur sert à faire en sorte que je sois connu dans les médias et sur les réseaux sociaux pour propulser mon activité, mon business ou ma boîte. Très simple. Qu'est-ce que fait le pinceau? Le pinceau connecte des leaders d'opinion avec des grandes entreprises et des grandes marques pour réussir à perpétuer les business qu'ils ont construits depuis des décennies. Et qu'est-ce que fait les Pépites de France? Ils te montrent le meilleur de ce qui existe en France d'un point de vue surtout paysage, patrimoine et art de vivre. J'ai réussi à résumer un groupe média qui a mis 4 ans à être bâti, qui emploie 20 personnes et qui a 3 millions d'abonnés. J'ai réussi à l'expliquer en moins de 30 secondes. Il n'y a pas de raison qu'on m'explique pas n'importe quel autre business en moins de 5 minutes. L'IA, c'est pareil. Je demande juste à ce qu'on explique très concrètement aux gens ce qu'ils peuvent faire de leur quotidien avec les business qu'on partage. C'est juste ça, en fait. C'est se mettre à hauteur d'homme. Et je terminerai ma tirade longue, désolé, mais par la phrase de Victor Hugo, la véritable grandeur, c'est d'être à la hauteur des autres. Et c'est ça le Ah, tu marketing. cites en plus un auteur que j'aime beaucoup, merci. Et ça rejoint, moi, ça me fait rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises ont besoin de travailler qui elles sont, leur raison d'être et quels problèmes elles résolvent. Sur le côté de la rareté, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait ce travail, on peut pas paraître. Tu vois, il y a beaucoup d'éducation. Qu'est-ce que tu Éducation, vois vulgarisation, d'autre? simplicité, quoi, en gros. Ouais. Mais ça, je pense que Sixtine est même plus pertinente que moi pour en parler. D'adapter le canal que tu utilises en fonction des gens à qui tu parles. Je suis d'accord, je suis d'accord. Non, Et de ton point de vue, on va dire média et personal branding, toi, tu identifies comme, alors quand on va dire prochain grand changement ou enjeu, mais qu'est-ce que tu penses qui va être dominant pour 2024 et que globalement, si t'es pas au courant de ça, tu passes un peu à côté du principal? Valorant avait bien raison sur le côté de savoir quel média, enfin quel réseau social utiliser en fonction de quelle cible tu veux toucher ou quel genre de communauté tu veux développer. Et c'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que quand tu veux toucher, un B2C mais très large, très générique, c'est important de comprendre que c'est plutôt sur Instagram qu'il faut le faire. Quand tu veux toucher un B2C qui est un peu plus, on va dire, jeune, pas les mêmes audiences, et beaucoup de gens font encore l'erreur, et je le vois très souvent, de communiquer d'une certaine façon, alors que c'est pas du tout les codes de la plateforme, de vouloir s'adresser à une communauté, alors qu'en fait c'est pas du tout la même tranche de persona type ou de cible d'âge qui est définie, et après qu'ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas forcément de ROI sur leur business ou autre, parce que en fait ça fait des mois qu'ils le font et qui parfois le font est vraiment qualitatif d'ailleurs, mais ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de résultat, parce que souvent en fait dès le début ils n'ont pas compris les codes de cette plateforme-là, qui est certes parfois un peu compliqué à comprendre au début, c'est à force de tester et de bien analyser que tu le comprends. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça se professionnalise. Enfin, je dis pas qu'avant on n'était pas professionnel, mais comme le niveau a tendance à s'élever un petit peu partout, si tu t'apprends pas de plus en plus vite les codes des plateformes, tu vas juste être encore à la traîne par rapport aux autres. Est-ce que vous pensez à d'autres choses par rapport aux grands enjeux, grandes tendances pour 2024 dans vos domaines respectifs? Alors, on va dire Valorant, toi, pour la partie influence et Sixtine pour la partie Oui, médias et RP. oui, là, pour le coup, les deux se rejoignent. Ça, c'est vachement intéressant parce que les deux se rejoignent. C'est qu'en fait, Super. les influenceurs deviennent des médias, en fait, deviennent leurs propres médias. Ça a déjà été dit plusieurs fois, mais c'est important de le rappeler. Et du coup, en devenant leurs propres médias, ils deviennent leurs propres médias, quoi, en fait. Du coup, en fait, une situation concurrence de Figaro, point d'interrogation? Bah, pas tout à fait, mais un peu quand même. Parce que du coup, aujourd'hui, les gens qui vont aller consommer du Lina Situation d'un point de vue contenu, ils vont probablement aller moins sur Vogue, comme le faisait leur propre mère, tu vois, par exemple. Et ça, il y a un vrai sujet. Quand les gens vont aller, je sais pas, regarder Brut, ils vont peut-être aller moins regarder Le Monde, alors que c'est ce que leurs parents faisaient. Et donc, du coup, il y a quand même des sujets comme ça en filigrane, et je pense que 2024 va être une année où on va voir se massifier des projets d'ampleur d'influenceurs ou de médias digitaux, et que ces projets d'ampleur vont faire se dire probablement en 2024 plus que jamais avant, waouh, là il y a un vrai changement. Là c'est plus la même histoire. Là on peut plus compter sur les médias traditionnels pour communiquer auprès de la population parce que il y a une trop grosse partie et en plus de gens trop influents qui ont décroché. Hyper intéressant. Donc, tu as une vraie fragmentation, on va dire, Oui. des médias. Et le mouvement va vers les réseaux sociaux. Le mouvement ne revient pas Ok. vers la télévision ou le papier. Ça bouge dans un sens, ça bouge pas dans l'autre. Ok. Donc, en plus, il y a un glissement d'audience, quoi. Exactement. Il y a deux bases.
de base, une de chaque côté, et il y en a une qui va vers l'autre et l'autre va pas vers l'autre. Est-ce que, en termes, je me mets à la place, par exemple, des personnes qui écoutent et qui devraient faire des arbitrages sur leur budget média. Alors sans dire il faut absolument faire, que, de l'influence ou que, des RP, du personal branding. Mais aujourd'hui, dans l'arbitrage, tu dirais qu'il faut consacrer une part plus importante, croissante, équivalente entre, médias traditionnels et médias, on va dire, influence, je veux dire? En gros, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de médias traditionnels qui font autant de vues que les plus gros médias digitaux ou que les plus gros influenceurs. Mais vraiment très peu. Ça se compte sur les doigts d'une main, hein. C'est pour ça que je dis très peu. Que les plus gros médias, le top 5 des médias télé, radio, presse écrite battent peut-être de peu les médias digitaux et les influenceurs, mais à part ces 5-là, tout le Ouais. reste du classement, c'est les influenceurs et les médias digitaux. Et donc, ça pose la question du quand est-ce que dans la perception des gens, on aura plus de crédibilité à être dans Le Crayon ou sur Brut qu'à être dans Le Figaro ou Le Monde. Et ça, à Ouais. mon avis, c'est Et le avant, point de bascule, dans moins de 10 ans, on aura vu une bascule, ou en tout cas une ouais, équivalence. Et super 10 ans intéressant. pour des médias comme Le Figaro ou Le Monde qui existent depuis aussi longtemps, 10 ans, C'est c'est court pas long. terme. Ouais, Non, c'est court 10 ans, terme c'est pas même long. pour eux. Surtout vu on va dire les enjeux derrière pour eux. Et toi, Sixtine, de ton côté? Pardon. Je précise, 110, si tu me permets de faire une petite pique, Oui, je t'en prie. ces médias-là reçoivent des subventions de l'État. Ça Allez, les aide c'est à de faire bonne tourner le guerre. business, on va dire. Toi, tu vois aussi tu préconises aussi donc de créer son média, forcément avec le personal branding. Ouais. Moi, je voudrais juste revenir, parce que tu as dit un truc qui m'a beaucoup intéressé, dire développer une opinion personnelle. Donc, je voulais voir, développer une opinion personnelle tranchée, C'est mais on avoir, est en gros, d'accord, c'est des avis tranchés, ouais. mais en restant sincère. Oui, bah non, mais il faut que tu le penses profondément, sinon ça ne marche pas. Ouais. Il faut que tu en sois profondément convaincu avec des exemples crédibles. Il faut que ça soit c'est une vraie thèse, c'est comme typiquement de dire que moi je suis convaincu que le solopreneuriat est quelque chose de beaucoup plus collectif qu'on ne le pense. Et la majorité des gens ne seraient pas forcément d'accord avec moi là-dessus. Peut-être aujourd'hui plus de gens sont d'accord avec moi qu'à l'époque, mais à la base on disait que les solopreneurs étaient des gens très perso, très pas égoïstes, mais ils jouaient vraiment tout seuls et s'ils pouvaient écraser les autres pour avancer, ils le feraient. Moi, je suis profondément convaincue de l'inverse. Et ça, c'est un avis tranché et je le crois profondément. Et j'ai plein d'exemples d'entrepreneurs, des solopreneurs que je connais, où je peux te citer des exemples. Donc en fait, c'est d'abord un propos où tu es profondément d'accord dessus, la majorité des gens ne sont pas d'accord avec toi, et en plus, tu as des exemples pour citer et pour appuyer ce que tu dis. Et ça, en fait, ça va Ok. titiller les gens. Parce que les gens, ils sont en mode, mais non, c'est faux ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Et ça énerve les gens, donc en fait, ça fait réagir. Mais comme ce que tu dis, généralement, est censé être pertinent et appuyé, c'est très compliqué de te contredire là-dessus. En gros. Alors, merci d'avoir clarifié ce point. Donc, je vais juste répéter parce que s'il y en a qui ont écouté, genre, un peu au début de l'épisode en disant il faut avoir une opinion tranchée. Alors, tranchée, mais sincère. N'allez pas adopter n'importe quelle opinion pour être en désaccord avec le reste de la population, pour vous faire remarquer, parce que ça ne marche pas. Mais non, mais Ça n'est pas valide. je le dirais même dans le sens inverse, Sandy. C'est-à-dire, le but d'avoir une opinion tranchée, c'est justement d'accepter qu'on a une opinion tranchée et qu'on la partage parce qu'on est justement authentique et que c'est OK pour nous. C'est presque justement dans une quête d'authenticité qu'avoir un avis tranché, c'est intéressant. C'est parce que, enfin, des entreprises comme les nôtres vous disent d'un point de vue communication, donnez votre avis sincère sur cette question, même si jamais il n'est pas massivement partagé, c'est une bonne idée. Mais c'est votre avis, enfin, c'est son avis, c'est l'avis Donc, de chacun, tu vois. on l'associe avec la sincérité et l'authenticité. Ouais, je suis pas certain que ça soit une excellente idée que d'avoir. Je crois pas que ce soit une excellente idée que de donner son avis en public sur quelque chose qu'on pense pas. Je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, c'est dangereux, mais on en a Humainement. déjà vu. Oui, mais humainement, c'est dangereux juste parce qu'en fait, c'est horrible de faire croire à tout le monde que tu penses quelque chose que tu penses pas, quoi. C'est quand même bizarre comme vie. Ouais, je suis Si on résume tout, du coup, parce qu'est-ce que vous comptez accentuer, diminuer ou adapter pour 2024 en termes de stratégie? Bah, en gros, pour reprendre le point qu'on avait dit en utilisant des codes de l'éducation que des codes buzz. du divertissement, Ouais, du buzz. même si idéalement, l'idéal, c'est de faire les deux en même temps, mais en gros, c'est ça l'idée. On va diminuer les standards, les formats un peu standards et déjà vus.
vu que maintenant c'est très facile de produire du contenu, ça coûte très peu cher que de produire du contenu, ou très peu cher, beaucoup moins cher qu'il y a 10 ans en tout cas, tout le monde en crée. Clairement. Tout le monde en crée. Donc comme tout le monde en crée, ou tout le monde en crée, beaucoup de gens en créent. Donc comme beaucoup de gens en créent, dès que tu fais des choses qui sont trop banales, en fait on s'en fout, parce qu'il y a trop de gens qui font des trucs trop banals. C'est Après, quoi pour toi les toi, formats standards aujourd'hui? Qu'est-ce que tu... le podcast entre deux bros entrepreneurs qui racontent leurs exploits d'entrepreneuriat alors qu'aucun des deux n'a plus de 5 salariés ou plus de 500 000 balles de chiffre d'affaires, c'est vu et revu. Voilà, on va se dire la vérité, c'est vu et revu. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut juste dire que ne vous espérez pas casser la baraque avec un truc que tout le monde a déjà fait. C'est plutôt ça. Ok. Troisième truc, adapter la distribution à la cible. Je trouve ça assez évident, mais on a tellement vu de trucs avec Sexine qui nous paraît dingue. C'est de gens qui vont nous parler de mailing B2B sur TikTok, où tu te dis putain, mais que fout le type, tu vois. Mais il y a des choses intéressantes à tester, mais en gros, il y a plein de distributions différentes à trouver en fonction des gens. Typiquement, si je suis dans des niches plutôt financières, au lieu de m'entêter à vouloir faire du TikTok, il faut que je fasse de la newsletter. Bref. Et en gros, c'est ça l'idée. Et le dernier truc, c'est commencer à initier un peu un rapprochement entre l'audience et le business model. Ça, c'est ce qu'on évoquait légèrement tout à l'heure, c'est de dire que plus on va avoir un business model indépendant de son marketing payant, mais dépendant plutôt de sa communauté ou de sa base client, plus on va être puissant en fait. Et ça, la tech le connaît mieux que nous. Il y a un concept qui s'appelle le product-led growth, donc la croissance drivée par le produit. Je vais pas détailler, mais en quelques mots, si vous arrivez à faire en sorte que vos nouveaux utilisateurs ou vos nouveaux clients viennent de vos actuels utilisateurs ou actuels clients, vous avez tout gagné de tout. Ouais. Il y a même plus besoin de faire quoi que ce soit. Les programmes de referral et tout aussi, c'est pas l'objet de ce qu'on dit là, mais ça rejoint quand même. Et clairement, ne plus être dépendant de tout ce qui est payant, même s'il y a un épisode de Code 2024 qui est destiné au paid, mais garder son indépendance et sa souveraineté, on va dire, sur son audience est hyper importante. Merci, super clair. Sixtine, est-ce que tu veux rebondir pour la partie média sur ce que tu dirais accentuer ou diminuer d'ailleurs, puisque Valorant a parlé de diminuer les formats un peu standards, ou alors adapter pour la partie personal branding et média. Moi, je dirais accentuer la simplicité du propos. Arrêtez de vouloir utiliser des mots compliqués pour utiliser des mots compliqués et paraître quelqu'un de stylé. Plus vous le faites, plus vous écartez une possibilité de pouvoir accroître votre communauté plus vite. Donc, c'est vraiment utiliser des mots simples. Ça ne veut pas dire utiliser des mots bébés, juste des mots simples que tout le monde peut comprendre. Vous pouvez être très complexe dans ce que vous dites, mais avec des mots simples, la majorité des gens vont comprendre ce que vous dites. Ça, c'est de la vulgarisation. Donc, c'est vraiment la vulgarisation. Ensuite, l'authenticité, je continuerai à appuyer là-dessus parce que beaucoup de gens racontent n'importe quoi sur les réseaux et en fait beaucoup de gens parfois arrivent à comprendre comment marchent les réseaux ou comment être pertinent dans les médias et du coup l'utilisent parfois à mauvais escient parce que ce sont eux-mêmes des gens qui racontent n'importe quoi juste comme ils ont compris les codes des différentes plateformes. Évidemment, ça marche bien, ça marche bien pour eux. Et le dernier, je dirais la régularité. C'est-à-dire que plus tu vas tester plus tu vas tester des formats, plus tu vas poster régulièrement, plus tu vas comprendre ce qui marche pas. Et plus au bout d'un moment, là, ça reste quand même un algorithme, les réseaux sociaux. Et les médias, ça reste quand même une habitude d'entendre le son de la voix de la personne, de voir la personne. Donc en fait, la régularité est quand même très importante pour habituer les gens à comprendre ce que tu fais, ce que tu dis, etc. Ceux qui vont être le plus réguliers, c'est aussi ceux qui vont gagner. Simplification du message. Alors, je vais pas dire simplification, on va dire la compréhension, l'amélioration de la compréhension du message. Donc, ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure. Ouais. Mais souvent, les gens ont du mal à le faire parce qu'ils n'ont pas fait un travail sur qui on est, ce qu'on fait, quels problèmes on résout et qui on veut être. Et en fait, le problème, c'est que tu te caches souvent derrière des mots compliqués quand tu n'as pas répondu à la question, en fait. À la question qui est pourtant simple, mais tu préfères te cacher derrière ces mots. Pour finir, est-ce que vous pourriez chacun, en une phrase, si vous aviez un pote à vous, entrepreneur, dirigeant d'entreprise, on va dire, allez, entre entrepreneur ou PME, et vous deviez lui donner un conseil d'amis pour gérer son influence et les RP en 2024, qu'est-ce que ce serait? De se lancer à fond sur les réseaux sociaux, sur une thématique qui à la fois aide son business et aide ce qu'il fait, tout en réussissant à l'affilier à un sujet de société ou en tout cas d'une manière où c'est audible auprès d'un maximum de gens. Plus il aura un personal branding clair, identifiable et travaillé, plus il va grossir sur les réseaux sociaux, plus il passera dans les médias, plus ce sera facile
de grossir et de passer dans les médias. Et après, c'est un cercle vertueux qui ne s'arrête en fait jamais une fois que tu as bien enclenché la boucle. Et du coup, Valorant, toi, si tu as un conseil d'amis à donner pour 2024 à un entrepreneur face à toi? Ça, c'est pour les gens qui veulent créer du contenu. La mécanique, elle est la même dans absolument tous les réseaux sociaux et sur tous les types de supports, audio, vidéo, écrit. Ce qui marche universellement, c'est une très bonne accroche, une vidéo, une idée et une finitude de l'histoire. C'est-à-dire, en fait, le fait de terminer sur un point, sur le point qu'on voulait faire. Et donc, du coup, Ok, ça, sur que ce l'idée, soit sur l'idée qu'on ouais, veut développer. LinkedIn, Insta, YouTube, TikTok, podcast, tout ce qu'on veut, newsletter, ça, tu peux réussir très facilement à créer du contenu avec ce funnel. Une accroche très, très irrésistible, une seule idée et un seul concept développé dans le contenu et terminé par, on va dire, une conclusion qui finit le propos, qui permet d'avoir quelque chose de complet. Un grand merci, Sixtine et Valorant, pour avoir partagé avec nous toutes ces précieuses informations sur l'influence et les RP pour 2024. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de la série Go 2024 sur les tendances marketing à venir. Merci à tous les deux.